Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 25 février 2021. Alors, je poursuis cette petite lancée concernant Claude Effly. Et je vais vous montrer, j'ai évoqué devant vous il y a quelques jours, 2 jours je pense, les fameux 800 petits carnets holographiques qu'il confectionnait à l'usage de ses amis. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez. L'Ompen Littérature. Atelier du Cœur Noir, Montréal 2002. Et ce troisième cahier de l'Ompen Littérature, achevé ce 11 novembre 2002, pour Yvon Boucher, et membre des PPR, probablement Port-Royal, des partisans de Port-Royal, enfin, signé Claude Effly. Alors, vous voyez, le tartarin. Le rendez-vous des épicuriens, menu gastronomique. Alors, vous voyez, regardez comme c'est joli. Cette vidéo aussi, elle risque d'être vraiment très, très courte. Je m'étais engagé au début du mois de janvier à être avec vous jusqu'à la rouverture des commerces, finalement, qui est survenue le 8 février. Nous sommes le 25, donc ça fait je poursuis. Et là, je me suis engagé encore à être avec vous jusqu'à l'extinction du couvre-feu, dont nul ne sait quand il va survenir. Et on demeure dans l'expectative, on demeure dans une sorte d'insécurité. Dans quelques jours va débuter la fameuse semaine de relâche et le nombre de variants, le nombre de virus mutants va en augmentant dans la ville de Montréal et les autorités sanitaires et le gouvernement, je dirais, jouent à une sorte de jeu de cache-cache. Ils espèrent pouvoir échapper à un troisième confinement. Mais vu le taux d'approbation de la population vis-à-vis des diverses mesures adoptées, que ce soit le, le- le couvre-feu, par exemple, eh bien, le taux d'approbation des Québécois à l'égard des mesures sanitaires est extrêmement élevé, près de 80%. Donc, le gouvernement jouit d'une énorme marge d'erreur et possède encore un très, très grand capital de sympathie. Alors, on admet qu'ils peuvent encore commettre des erreurs, on admet qu'ils peuvent se tromper dans l'évaluation. On comprend, parce que la manière dont le gouvernement s'exprime, j'aurais envie de vous dire, il s'exprime à la normande et les Québécois l'entendent à la normande. Hein? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Faut décoder. Hein? Alors, on décode que le gouvernement a le doigt sur le bouton de panique, prêt à tout arrêter à tout moment. Et là, il croise les doigts. Jusqu'à date, tout va bien. Est-ce que ça va continuer? Nous n'en savons trop rien. Alors, oui, elle va être courte, cette-ci. Alors, je vais vous montrer autre chose. En fait, je vais vous montrer deux autres choses. Et demain, je vais encore vous montrer d'autres choses. Je vais essayer aussi de vous offrir une meilleure synthèse des travaux de Claude Effly. C'est difficile parce que Claude Effly a été, comme je vous le disais, à la fois très, très, très en marge par sa désinvolture, sa fantaisie, son esprit surréaliste, et en même temps, ayant été entre autres l'instigateur de la fameuse nuit de la poésie. Je vous ai pas partagé la vidéo de mon père. Je pense que là, je vais la repartager, en tout cas, où on le voit apparaître. Et fameuse soirée de poésie de mars 1970. Euh,
il avait été le prestige d'avoir été un des co-organisateurs de cette soirée mythique, mémorable, dont on n'a pas fini de gloser, on n'a pas fini d'écrire, on n'a pas fini d'y réfléchir à ce qui s'était passé cette fameuse nuit-là. Alors, auréolé de ce prestige-là, il avait acquis une sorte de hauteur. Hein. Ouais, aujourd'hui, parlant de hauteur, Philippe Jacotet est décédé. Philippe Jacotet, immense poète. Et vu l'émotion partagée par plusieurs sur les réseaux sociaux, ce lieu de convivialité, tout de même, n'est-ce pas? Beaucoup se désolaient qu'on n'en fasse pas mention dans les grands médias de sa disparition. Celle de Ferlinghetti, il y a 2 jours. Mais ce sont des poètes qui avaient atteint un âge vénérable et qui s'étaient vraiment engagés résolument dans la voie de la poésie. Et je pense que les temps pandémiques vont pousser plusieurs d'entre nous à aller plus loin dans l'intériorité, dans le désir de dépassement. C'est ça le paradoxe de cette crise sanitaire. C'est que c'est une crise collective majeure comme nous n'en avons jamais connue, mais qui nous renvoie tous à notre propre singularité, qui nous renvoie à nos propres tropismes et qui nous renvoie également qui nous met face existentiellement à notre propre vie. Les choix de vie de beaucoup d'entre nous sont remis en question. Alors c'est le collectif qui agit comme une grande machine à brasser où les individus sont obligés, on ne va pas utiliser cette formule-là galvaudée et usée à ne plus vouloir rien dire, c'est-à-dire se réinventer. Tu ne se réinventes pas dans la vie. Il y a des moments d'ouverture, des moments de transformation. Souvent, les transformations, on ne les a pas choisies. Ils s'imposent à nous. Et on n'a pas le choix d'évoluer à ce moment-là. Et je fais le parallèle aussi, cette crise-là, je vais quand même arriver à FLI. Cette crise-là, quant à moi, je m'étonne qu'elle ne soit pas survenue avant. Et là, c'est comme si on avait poussé les limites extrêmes du non-changement. On fait tout pour que rien ne bouge surtout. Que rien ne bouge surtout. Et là, mais là, on est rendu à un niveau où, comme les gens qui ont des problèmes d'alcool, disons, eh bien, on est obligé de devenir tempérant. On n'a pas le choix de devenir abstinent. On n'a pas le choix de devenir tempérant. On n'a pas le choix, mais je crains fort un peu, comme disent les alcooliques anonymes, que nous touchions, que nous mourions avant d'avoir touché le fond. Mais on sent bien là, qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui se termine. Là. Pour moi, c'est impossible qu'il y ait un retour à la normale comme si de rien n'était, comme si ce n'était qu'une petite parenthèse et que nous allons... Non, personnellement, je ne le crois pas. Et donc, FLI, c'est en ce sens-là aussi qu'il n'a pas brigué les honneurs, il n'a pas cherché les premières places, sa parole ne s'est pas imposée dans l'espace public. Ouais, ce que vous entendez, c'est le recyclage. Il est 19h28. On va les laisser travailler, si vous voulez bien. J'ai un ami. Tenez, je vais vous parler de cet ami-là. Un peu.
J'ai un ami éboueur qui est un fou de livres, qui a rempli son appartement de livres. Et c'est un ami que connu, c'est un ami que j'ai depuis très très longtemps, de très longue date. On se connaît depuis 86, faites le calcul. Et cet homme-là a connu des épreuves dans sa vie extrêmement difficiles. Et il a réussi à se maintenir à la surface des choses en s'entourant de livres. Alors son petit appartement que j'ai jadis visité dans un autre quartier il y a déjà pas mal de temps, appartement extrêmement pauvre, hein, n'ayons pas peur de le dire, mais rempli de livres. Et ce qu'il appelle son cabinet de lecture. Et ses lectures, lui, il ne travaille pas dans les livres. C'est les livres qu'il travaille, qu'il le travaille. Et pour gagner sa vie, il est éboueur. Alors c'est assez... le parcours de certains amoureux de livres est très, très, très étonnant. Ah ouais, je vais vous montrer aussi, mais je vais étoffer ma réflexion autour de Claude Deftely. Assurément, pour moi, ça a été un modèle. Quand je regarde les pièces importantes que je possède le concernant, c'est clair. En fait, je dois être le plus grand collectionneur de livres de Claude Deftly, probablement au Québec et dans toute la francophonie, très certainement. Là, je vais vous montrer quelque chose et bizarrement, je me souviens pas du tout de cette soirée. Alors, c'est un de ces recueils publiés aux éditions du Silence, les éditions du Silence de Pierre Filion. Chagris, chagrin, hein, vous voyez. Alors, c'est un tirage, les 135 ans de mon oncle Édouard, suivi de Comment devenir un clown, K-L-O-U-N-N. Et c'est paru en 2007 aux éditions du Silence, donc. Et 100 exemplaires. Et celui-ci porte, ben voilà, c'est ça aussi ma folie, porte le numéro 1 sur 80. Donc, je possède l'exemplaire numéro 1. Et il m'est autographié. Et ce qu'écrivait Claude Deftly à Bruno Lalonde, un libraire aussi fou, dit-il, que l'admirable amiral Claude Deftly, le 6 novembre 2007. Alors donc, mais je ne me souviens pas d'avoir été à ce lancement, je ne me souviens pas en quelles circonstances j'ai pu me retrouver avec l'exemplaire numéro 1 qui m'est autographié. L'unique hypothèse que je peux envisager, c'est que c'est mon vieil ami Georges Raby qui, lui, s'est rendu au lancement et à ma demande a fait autographier l'ouvrage parce que je ne me souviens absolument pas de cette soirée. Mais Claude Deftly, je vous l'ai dit, je l'ai rencontré une seule fois, peut-être deux, on n'a jamais vraiment échangé, mais il a participé avec cette revue, La Compagnie Numéro. Il a participé à quelques reprises suite à la demande de cet ami-là, Georges Raby. Alors, toujours il a participé, et je pense que Claude Deftly, c'était ça aussi qui le distinguait, une espèce de générosité impossible à contenir, une générosité folle. Mais en même temps, un homme avec un humour, avec une prestance, et par-dessus tout, une extraordinaire désinvolture. Je vais vous montrer autre chose maintenant. Et ça va être tout pour ce soir. Elle va être courte, celle-ci. Je m'y engage. Mais c'est assez étonnant. Alors donc, qu'est-ce que c'est... Je vais retirer quelques-uns des documents. C'est ce qu'on appelle... Bon, je vais vous montrer la pile. C'est ce qu'on appelle
dans notre jargon bibliophilique, c'est ce qu'on appelle un exemplaire truffé. C'est-à-dire qu'on y retrouve des documents qui n'appartiennent pas aux documents d'origine. Que ce soit des découpures de journaux, des photos, des comptes rendus d'articles, des images. Et dans ce cas-ci, je vais commencer par vous montrer l'ouvrage lui-même et je vais vous montrer quelques-unes des pièces qu'il contient. Alors donc, c'est Belle Togueuse. C'est un grand poème d'Antoine Penge. Et en fait, non. Ce sont plutôt des... alors, avec une citation. Attendez, regardez, une citation de Robert Musil. Vous la voyez? Construire un château de cartes alors que l'univers entier s'écroule. Alors, ce sont plutôt des poèmes de Claude Effly avec des illustrations d'Antoine Penge. Alors, c'est l'exemplaire d'atelier. Alors, c'est vraiment encore très, très surprenant. Alors, ce qu'on y lit, tenez, je vais vous montrer. Après, je vais vous lire. Vous voyez? Tout ça témoigne de ma passion pour cet artiste. Hein? Alors, exemplaire d'atelier hors commerce, donc rarissime. Il a été tiré de cet ouvrage 63 exemplaires numérotés et signés par l'artiste, l'auteur et l'éditeur. Tous les monotypes de ce tirage sont des œuvres originales d'Antoine Penge, imprimées à la main dans son atelier à Montréal. Les textes de Claude Effly, composés en goudi corps 30, ont été imprimés sur presse manuelle au cours de l'hiver exceptionnel 1993-1994 et terminés le 14 février 1994. Le papier de la couverture provient de la papeterie Saint-Armand de Montréal. Il y a un ISBN. Et l'ouvrage a paru toujours aux éditions du Silence, à Montréal, à Paris, à Budapest, et les éditions du Silence, Montréal rue Hutchison, Henri Julien et Elmire, Paris rue Charles V, et Budapest rue Fazekas, Auguston. Voilà. Et tout le monde a autographié. Et je vais juste vous montrer une. Ça va vous donner une petite idée. C'est vraiment magnifique. C'est sur des feuilles volantes, détachées. C'est même extraordinaire. Allez, regardez pour vous donner une petite idée. Et déjà, le bruit court est annoncé. Vous voyez? Tumulte autour d'un ventre rond et chaud. Influence à fleur de peau. Hein? Regardez. C'est pas extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, c'est contenu à l'intérieur d'une chemise, ou si vous préférez un étui. Et les éditions du Silence accueillent Antoine Penge, Claude Effly dans Belle Togueuse. Mais ce qu'on y trouve, alors voilà, c'est ça aussi qui est assez extraordinaire. Ce qu'on y trouve, c'est que Antoine Penge a remporté le prix Gaspard Équateur en 1994 et là, ben, il y a l'invitation au lancement et le lancement avait lieu. Alors, je vais vous lire, avait lieu à la librairie Gallimard, qui à ce moment-là était dirigée par Rolf Pulse. Rolf Pulse, qui a été pendant un temps co-éditeur d'un ou deux romans d'Évadé, entre autres, de Régent Ducharme, co-éditeur avec Gallimard et les éditions Lacombe. Alors ce qui écrit ici, Antoine Penge, dans notre société de consommation vouée à la série et à l'uniformisation, l'un n'allant pas sans l'autre, les mêmes maisons, les mêmes meubles, les mêmes voitures et pire encore, la même bouffe de New York à Moscou, pourquoi l'artiste contestataire du fait même qu'il se sent, qu'il se prétend ou qu'il est artiste, n'aurait-il pas le privilège de créer une œuvre, peinture, sculpture, gravure
ou quoi que ce soit, si fragile, si modeste, si ignorée fut-elle, mais qui aura cette qualité rare, celle d'être unique et d'exprimer ainsi son refus de participer à la McDonaldisation du globe. Hein? Vous connaissez les théories de Walter Benjamin sur la reproduction des œuvres d'art qui finissent par cette reproduction-là d'œuvres d'art en série qui finissent par faire disparaître l'aura, qui finissent même par la reproduction en série, faire même disparaître ce qui fait son authenticité, ce qui fait son importance, une sorte de, de beauté diluée dans la duplication. Alors, il faut empêcher la beauté de se dissoudre dans la série, hein, dans la sérialisation. Il faut empêcher ça. Et une œuvre unique, bon, vous savez, en bibliophilie, un exemplaire, c'est l'apothéose. Alors donc, oui, il y a eu un lancement, il a remporté ce prix-là pour cet ouvrage-là, et alors donc, il y a le communiqué, attendez, je vais vous montrer un certain nombre de choses. Il y a le communiqué, publié par les éditions Gallimard à Montréal, sur le boulevard Saint-Laurent. Alors ici, on a une description de ce qu'était Gaspard Équateur, qui a assisté au lancement du tiers-livre de François Rabelais. Ce grand événement se déroule bien sûr chez Gallimard, qui vient d'ouvrir à Chinon une librairie pour honorer et diffuser les œuvres de l'illustre écrivain né dans cette ville. Par la suite, Rabelais aurait invité Gaspard Équateur à le suivre en Nouvelle-France pour tout simplement y cultiver la vigne, bien sûr, et célébrer le culte de la dive bouteille, chère aussi bien à Pantagruel qu'à Gargantua. Et bien là, ça continue. On aura bien compris qu'ici, eh bien, Claude Effly brode à l'infini avec sa fantaisie coutumière, un récit dont nous sommes dupes, n'est-ce pas? Alors ici, on a le CV d'Antoine Pench avec une diffusion immédiate. Alors ici, c'est carrément, je vous le montre, ce sont des feuillets manuscrits. Dimanche, tempête de neige, un pigeon indiscret regarde par la fenêtre et s'envole très vite en rougissant. Quelques pages. C'était le début d'un roman, semble-t-il, écrit par M. Antoine Pench. Alors, on a la correspondance avec Claude, écrit avec un O, en février 1978. Cher Clo-Clo, et ça continue comme ça pendant plusieurs pages. Alors, ça rend cet exemplaire encore plus précieux avec ses traces, ces éphéméria, témoins de choses évanouies, témoins de choses qui n'existent plus, mais qui même, rangés dans la bibliothèque, on n'a qu'à percevoir le dos. Et l'esprit se met à vagabonder, l'esprit se met à rêver, l'esprit se met à imaginer nos deux artistes s'échangeant des lettres, s'échangeant des mots, s'arrêtant devant les encres fraîches, touchant le papier, hein, un papier de grande qualité, rêvant sur l'objet qu'ils sont en train de créer tous les deux. L'objet à quatre mains, l'œil du peintre, l'œil du poète. Et, c'est assez extraordinaire.
Et là, ici, une œuvre originale, Antoine Penge. Alors, avec un long envoi poétique à l'ami Claude. Et là, je vais conclure là-dessus, enfin, pour une fois, je serai bref, avec quelque chose de très, en fait, à mon avis, hyper émouvant. Eh bien, une, une vieille photo des deux amis lorsqu'ils étaient jeunes, de jeunes hommes, tous les deux, avec leurs compagnes, Irène et Marjolaine. On va laisser le téléphone sonner. On a répondu. Alors ici, on a Rolf Pulse remettant la fameuse distinction. Je garde les meilleurs pour la fin. Ici, on a Antoine Penge. Probablement... non, c'est chez Gallimard. Ce matin, il faisait bon, mais il fait froid. On reconnaît la librairie Gallimard. Je nous garde les deux meilleurs pour la fin. Ben, les deux meilleurs, en tout cas, les deux plus émouvantes, on va dire. Et ici, on reconnaît Rolf Pulse avec Claude Effly. Alors, vous voyez. Hein? Et qui ne voyons-nous pas ici apparaître? Rolf Pulse encore avec Gaston Gallimard. Avec Gaston Miron. Je suis trompé de Gaston ici. Et Gaston Miron et Claude Effly. Ce sont des photos originales. Les deux comparses. Nous sommes en 94, hein, n'est-ce pas? Nous sommes en 94 et Miron va mourir 2 ans plus tard. En novembre 96, si ma mémoire est bonne. Alors, c'est très certainement... il a l'air songeur, hein? Regardez, je vous le remonte, Miron. N'est-ce pas qu'il a un air dubitatif? Tandis que son ami, lui, a l'air très réjoui. On me dira, y a-t-il quelque chose de plus beau qu'un vieux poète? Hein? Si ce n'est que 2 vieux poètes. Non, je plaisante. Ce qu'il y a de plus beau, évidemment, c'est une femme. Mais au 2e rang, les vieux poètes. Hein? La beauté des femmes, la beauté des vieux poètes. Voilà. J'arrête là pour ce soir. 30 minutes, c'est assez. Je vais finir par vous parler de l'importance qu'a eu Marc Desjardins dans le travail de Claude Effly. Mais tout ça, parce que j'ai encore Marc Desjardins, l'éditeur du Temps volé, lui aussi d'une discrétion à toute épreuve. Je ne me rappelle pas, il a publié des auteurs importants, continue de publier à un rythme régulier de livres à très petit tirage, mais en fait, il a commencé ça il y a 25 ans. C'est mon exact, on est né à 1 an près, l'un l'autre, donc c'est mon exact contemporain, et je ne vois pas parmi mes contemporains immédiats quelqu'un qui a poursuivi avec une telle opiniâtreté et une telle farouche indépendance, doublée d'une extrême discrétion, un tel travail d'édition. Mais les poètes, les artistes d'envergure, travaillant en nos contrées boréales, ne s'y sont pas trompés, car je pense, j'imagine pas qu'un artiste ait pu refuser une invitation de Marc Desjardins. Je pense que
devant la beauté de tels ouvrages et le soin maniaque, minutieux, amoureux qui ont été mis à confectionner ces ouvrages-là, je ne peux pas concevoir qu'on refuse de travailler avec Marc Desjardins du Temps volé. Il a fait paraître il y a quelques... Je vais vous les montrer demain, tenez. Et il a fait paraître un petit peu avant Noël, 4 autres titres, dont je me suis porté acquéreur, parce que depuis 25 ans, peu de titres. Je ne pense pas qu'il me manque, il a dû publier peut-être 70, peut-être davantage, autour de 70 ouvrages. Il ne doit pas m'en manquer beaucoup. C'est tout premier, ses débuts. Et déjà, il y avait une sorte de rigueur doublée d'une exigence poétique qui annonçait vraiment des choses importantes. Force est de constater que 25 ans plus tard, il a fait que plus remplir ses promesses. Il a réussi à, à établir un catalogue qui, dans je ne sais comment la civilisation de l'écrit, mais la civilisation de l'écrit va bien quand même. Hein? On n'est pas, contrairement à tous les esprits chagrins qui disent c'est terminé, c'est terminé. Non, 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 non. Les livres résistent. Vous le savez, les livres, ce que je pense, ce sont des morceaux arrachés au virtuel. L'importance que les livres ont dans notre société, l'importance des librairies au cours de cette pandémie ont été révélatrices. Cette importance-là nous a révélé beaucoup de choses. Les librairies sont devenues pas juste des lieux de résistance, parce que c'est un mot que j'apprécie pas. Cette conception-là de résistance, c'est-à-dire on subit, on encaisse. Non, c'est plus important que ça. Ce ne sont pas que des lieux de résistance. Ce sont des lieux d'effervescence. Ce sont des lieux qui propulsent. Ce sont des lieux qui permettent l'organisation de quelque chose d'autre, qui sont des lieux qui permettent à l'esprit de s'engager dans un corps à corps avec la réalité, de ne pas... ce ne sont pas des lieux de fuite, ce sont des lieux de conquête. C'est difficile à imaginer parce que, bon, une librairie, hein, ce sont des livres sur des rayonnages. Généralement, c'est un type derrière son comptoir ou une jeune femme, dans le cas de ma belle-fille qui m'a remplacé aujourd'hui. Je prends parfois une journée de congé, pas souvent, mais en fait, c'est pas vrai, je prends pas de journée de congé. Les rares journées de congé que je prends, c'est pour faire toutes les choses que j'ai pas le temps de faire parce que je suis au travail. Donc, on se lève le matin, Fabienne et moi, on a un horaire, on va faire ci, on va faire ça. Toutes les choses qu'on n'a pas le temps de faire. Alors, on prend congé pour faire les choses emmerdantes. Voyez. Mais au fond, ce que nous aimons, Fabienne et moi, simplement, c'est de travailler. Alors, voilà, à nos rêveries, à nos élucubrations, à goûter, comme disait Breton, l'art du temps, de savourer. Là, on a modifié un peu l'horaire. Elle me remplace plus tôt le matin. Elle ouvre la boutique, elle sert les clients. Pendant que moi, je lis, pendant que je griffonne des notes, parfois que je prépare l'une ou l'autre de ces vidéos et que je rêve. Ce sont des rêveries actives, des rêveries se déroulant sous le signe de l'animus, aurait dit Bachelard. Hein, des rêveries qui fomentent des choses, des rêveries qui mettent en place, des stratégies de conquête poétique. Alors, je suis plutôt ému de voir les photos de Miron. Ce sont des photos originales. Ce sont des morceaux de vie ici rassemblés
dans un ouvrage, on l'ouvre et comme vous avez pu le constater, les images d'Antoine Pench sont absolument magnifiques. F. Lee est fidèle à lui-même, un esprit surréaliste, on le dit, je me répète. Et d'ailleurs, je ne me répéterai pas davantage. Mais demain, je vais vous montrer quelques-uns des livres que Marc Desjardins a fait avec lui. Et c'est curieux d'avoir un ouvrage qui nous est autographié, l'exemplaire numéro 1, ce qui m'avait aussi complètement échappé. C'est ça aussi la richesse poétique. C'est une richesse faite d'amnésie. Et c'est ça aussi le bonheur de collectionner. C'est que quand notre propre bibliothèque trouve le moyen de nous surprendre, c'est qu'au fond, on est arrivé à une sorte de presque d'au-delà de la bibliophilie. Alors, on n'a qu'à se promener parmi ses propres livres et découvrir des choses qu'on avait complètement enfouies. Et c'est quand même des moments lumineux, hein, des moments de presque d'extase, je n'ai pas peur des mots, mais il y a d'autres formes d'extase qu'on connaît bien, qui est une extase plus épidermique, n'est-ce pas, aurais-je envie de dire. Mais l'épiderme, le rêve, l'esprit, la lumière, les livres, partout. J'aurais envie de dire, le monde peut bien courir à sa perte. De toute façon, je suis convaincu que dans le monde dans lequel nous sommes, là, avec les transformations alchimiques, parce que Robert Marteau va s'approcher bientôt. Marteau, il n'est pas loin. Hein? Marteau, ce qu'il dit, Robert Marteau, cet autre poète français établi au Québec, ce qu'il dit, c'est qu'au fond, on a méprisé la matière. On a abusé d'elle. On l'a méprisé, la matière. Et la matière, si on ne la traite pas avec tendresse, toutes les formes de matière, et si on ne la traite pas avec tendresse, la matière va se rebiffer. La matière va se révolter contre le sort qui lui est fait, va se révolter contre notre comportement prédateur, notre comportement obtus, notre comportement de goinfre, de la matière maltraitée va se déprendre de nous et va nous envoyer des tas de problèmes que on le sent bien là, qu'il y a quelque chose de l'ordre de cette matière-là cette matière-là qui ne chante plus, cette matière qui déchante. Et il y a un processus alchimique. Pour moi, c'est clair. Il y a un grand... Là, l'épreuve du noir. Là, hein? Dante, dans sa fameuse trilogie, disait que le blanc, c'était le purgatoire. Le rouge, le paradis. Et je pense que là, peut-être nous arrivons à une sorte de niveau d'incandescence de la conscience qui va faire que soit on va réussir à surmonter cette épreuve initiatique qu'est cette pandémie, ou soit je n'en sais trop rien. Mais peut-être que les poètes sont là aussi pour nous amener à s'engager résolument ou à accepter résolument le changement qui vient rarement par nos propres œuvres, mais qui nous est plutôt imposé. 40 minutes. Je m'étais fixé 20 minutes. Je me suis dit aujourd'hui, ne dépasse pas 20 minutes, mon petit Bruno. Sois gentil avec toi-même. 40 minutes. Vous avez pu voir tous les autobus derrière. C'est amusant, hein, quand même. Puis là, vous me voyez, on me voit de dos. Hein? C'est très, très amusant de faire ça. Je prends un vif plaisir à commettre ces vidéos-là. Et je continue
Je continue tant que le couvre-feu va continuer. Et je réfléchis aujourd'hui, bon, on s'est arrêté quand même dans des endroits où on trouve des livres à des prix ridicules, pas pour les revendre ici. Ça arrive par contre que je le fasse, mais j'ai trouvé Gunther Anders, Lettres à Eichmann. Alors, 2 lettres, des lettres symboliques, va de soi, à Eichmann. Hein, vous savez, vous le connaissez, Eichmann. Puis, quant à Gunther Anders aussi, vous le connaissez. Alors, l'obsolescence programmée de l'homme, hein, un livre important. Un livre important qui est lu par la jeune génération de lecteurs montants. Gunther Anders est une référence majeure pour les jeunes lecteurs, les jeunes lectrices. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et à demain. Nécessairement, à demain.